Pour terminer, mais on n'en aura jamais terminé avec les Touaregs, pour terminer provisoirement sur le contenu des accords pour la paix, dit accords pour la paix et la réconciliation. Globalement, on dit accord d'Alger, c'est beaucoup plus simple, qui normalement devrait être appliqué sur l'ensemble du territoire national, mais qui est appliqué actuellement exclusivement sur la partie septentrionale, au profit des ex-rebelles indépendantistes. Dans un contexte nouveau, qui est le contexte que je vais vous parler maintenant, il y a eu une grande ONG italienne, ONG internationale, j'ai oublié le nom, qui a réussi à rabibocher les Touaregs issus de la même tribu, mais appartenant à des strates politiques complètement différentes, c'est-à-dire, pour parler trivialement, les vassaux et les aristocrates, qui étaient en opposition antagonique très très forte, les vassaux tributaires étant pro-gouvernementaux, et les autres, la coordination des mouvements de l'Azawad, anti-gouvernementale, aux objectifs indépendantistes. Cette ONG a réussi à les réunir à Rome, déclaration de Rome, qui était connue, et qui va dans le sens de la formation d'un comité stratégique permanent, dont la commission d'orientation politique de ce comité stratégique permanent est composée de 95% de Tamashek, avec un Berabiche et un Songhai. C'est pas ethnique, hein. Vous ne pouvez pas dire que c'est ethnique. Non. Alors, ça transgresse de beaucoup le contenu des accords de paix. J'ai reçu une vidéo, ils font une police régionale avec des pick-up tout neufs, super armés, etc. J'en ai identifié une bonne vingtaine. Donc, j'ai l'habitude d'être un peu crétin. Je dis, mais attends, qui finance ça? Qui paye les machins? Qui paye l'armement? J'ai jamais eu de réponse. En tout état de cause, ils sont en train de créer une police régionale qui renvoie à des prérogatives de l'État. Jusqu'à maintenant, l'armée nationale n'a pas le droit de rentrer à Kidal. Les seuls qui ont le droit de rentrer à Kidal, c'est l'armée reconstituée. Alors, l'armée reconstituée, c'est encore un truc à la malienne. Vous avez un tiers de l'armée nationale, un tiers de rebelles de la plateforme, et puis un tiers des rebelles de la coordination des mouvements d'Azawad. C'est simple. Vous avez en même temps un gouverneur qui est à Kidal, qui incarne l'autorité de l'État, qui n'a aucun pouvoir. En plus de ça, c'est quelqu'un que je connais bien, il s'en fout. Il tire les godasses des extra. C'est des situations épouvantables. Voilà ce qu'est le Mali actuellement. Dans le contexte où les forces dominantes et celles qui sont porteurs d'un projet, c'est ça aussi, porteurs d'un projet, c'est les djihadistes. Il n'y a aucun parti politique laïque qui est porteur d'un projet de société ou des trucs comme ça. Les grandes déclarations contre la corruption. Alors, contre la corruption, les djihadistes, ils ne s'emmerdent pas. Hein. Tu voles, une fois, attention. Si tu recommences une deuxième fois, ça va chauffer. La troisième fois, on te coupe la main. Les autres, quand ils voient ça, mais il y a une justice. T'as qu'à pas voler. C'est aussi simple que ça. Hein. Si tu voles, on va porter plainte auprès du ministère de la Justice, on aura une réponse dans 3 ans et puis rien ne se passera. C'est inquiétant. Très, très inquiétant. Et en définitive, le comité stratégique permanent, il n'a pas été désavoué par les autorités militaires de la transition. Donc ça va dans le sens de l'application d'un État qui va s'appeler l'Azawad. Vous voulez quelques informations sur l'Azawad? Oui. L'acception de l'Azawad est la chose suivante. Sur le plan étymologique, c'est Ezawar. Ezawar, c'est un récipient plat dans lequel on mange. Donc, par extension, la plaine. Voilà. Et la plaine Azawad, c'est la partie comprise entre Tombouctou et Arawan. C'est le terrain de parcours
des morts Brabish. C'est ça l'Azawad. La seconde acception, c'est la même étymologie, mais si ce n'est que le récipient plat n'est pas fait pour la consommation humaine, c'est une auge plate que l'on utilise pour abreuver les petits ruminants, c'est-à-dire les caprins et les ovins. C'est la même racine. Ça, c'est l'Azawar qui est sous le contrôle, qui était sous le contrôle politique d'une grande tribu qui s'appelle les Éoulimidon, dont l'Aménokel actuel, c'est-à-dire le chef tribal, est un député du parti gouvernemental. Tous les chefs sont élus dans les partis gouvernementaux. Ça, c'est pour l'Azawar. Et à l'est de l'Azawar, vous avez le Tamesna. Le Tamesna qui regroupe les Touaregs algériens, maliens et nigériens, et qui aussi, il y a beaucoup de terres rares. Pas autant qu'en Chine, mais il y a quand même pas mal de terres rares. Donc on voit aussi des choses. En tout état de cause, ce n'est pas un territoire Touareg. Or, toute la propagande du MNLA a consisté à dire, on leur a offert tous les micros partout, la télévision, etc., pour dire que l'Azawad était le territoire de leurs ancêtres Touaregs colonisés par le Mali. Donc, moi, chercheur, je dis, mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Qu'un mouvement politique revendique un territoire, c'est son problème, il a le droit. Mais qu'il instrumentalise l'histoire à des fins politiques, c'est de l'imposture. Donc, j'ai dit, c'est des imposteurs, c'est de la manipulation. L'Azawad n'a jamais été un territoire Touareg. Voilà pour l'acception de l'Azawad. Ça, Azawad est repris maintenant dans tous les sigles des mouvements armés ou pas armés. Donc, ils ont fait passer que l'Azawad était un territoire Touareg. C'est comme ça qu'on fait l'histoire. Intéressant. Moi, je crois que ça peut clore ça, la question sahélienne, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez importantes? Alors, en rajoutant la chose suivante, c'est que il semblerait, je pense que le conditionnel n'est peut-être pas nécessaire, qu'actuellement, là, ils sont confrontés à des problèmes de famine. En plus, je veux dire, par rapport à ces situations-là. Donc, problème de famine, comment ça peut être instrumentalisé, ça ne peut que renforcer. Voilà. Peut-être quand même deux choses, au moins une, sur les deux groupes salafistes djihadistes. L'État islamique qui fait allégeance à Daesh, et puis les autres, le JNIM. Les négociations, elles sont envisagées avec le JNIM, pas avec l'État islamique. Donc, si vous négociez, si vous faites des tentatives de négociation avec le JNIM, d'Iyad Agrali, nécessairement, vous allez radicaliser à l'intérieur de ce mouvement-là des gens qui ne vont pas être d'accord et qui vont renforcer l'État islamique. Ça s'est déjà passé avec le Front de libération du Massina, de Koufa. Les autres, les Moudjahidines ont appris qu'il avait été en négociation avec certaines autorités. Quand ils ont appris ça, un certain nombre de personnes, dont je ne connais pas le nom, ont quitté le JNIM pour rallier l'État islamique. Donc on ne peut pas considérer le JNIM comme étant plus modéré que les autres, et comme ils sont plus modérés, on peut négocier avec eux. C'est une aberration totale. Totale. Même si on joue la carte nationaliste, parce que le JNIM est essentiellement composé de Maliens. Donc le wahhabite de Mahmoud Dicko, il développe ça comme argument. Ce sont des frères maliens, on peut se comprendre. Avec le IGS, il y a de tout là-dedans, donc ils ne sont pas très intéressants. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui politiquement ne rime à rien, strictement rien. D'autant que les autres, l'État islamique au Grand Sahara, c'est des massacreurs de première. Hein. C'est que pour se maintenir sur les médias, il faut faire des grands meurtres, assassiner à tout bout de champ. C'est ce qui se passe actuellement. Donc cette opposition-là, il faut la prendre en compte pour d'éventuels contacts ou négociations. La prendre en compte comment? Vous avez trois groupes. Vous avez les groupes armés laïques, aux finalités indépendantistes qui ont fait l'objet de la signature des accords de paix, dits accords d'Alger, des groupes salafistes, des armés aussi djihadistes avec lesquels
qui ne participent pas à la signature de l'accord pour la paix, mais qui sont particulièrement influents et qui contrôlent les 2 tiers du territoire. Qu'est-ce que vous allez faire? Et à l'intérieur de ça, 2 tendances opposées. Il faut demander à un instituteur qui trouve la solution. C'est dingue, hein, c'est dingue, c'est angoissant, je ne vois pas. Ensuite, je ne sais pas supputer quelles seraient les forces politiques, financières qui y a derrière et qui auraient intérêt à créer les conditions du chaos. Je n'arrive pas à le cerner. Il y a bien des forces politiques qui sont là, qui ont intérêt au chaos. Lesquelles et pourquoi? Si c'est uniquement pour les ressources extractives du Septentrion, c'est débile. Parce que ça peut très bien se faire dans le cadre... Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le contenu des accords de paix va dans le sens, non pas du délitement de l'État-nation, mais de la disparition de l'État-nation au profit de la mise en place d'un système fédéral. Le système fédéral, compte tenu de la configuration ethnique actuelle, renvoie nécessairement à l'ethnicité. Et ce n'est pas par hasard qu'ils n'ont pas procuré encore des cartes de découpage administratif des régions-États. Parce que là, on verrait très bien les ethnies qui sont dominantes sur des espaces. Donc ça institutionnalise les rapports d'inégalité. Et dans le contenu des accords de paix, rien n'est prévu pour rééquilibrer les inégalités. C'est pour ça que c'est grave. Même si l'État-nation, qui est un État-nation merdique qui fonctionne un peu n'importe comment, il y a quand même un embryon de cohésion sociale nationale. Tandis que là, c'est l'ethnicité qui va dominer. Ensuite, on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'actuellement, le système dominant n'a pas intérêt à créer des micro-États? S'il crée des micro-États, dans un contexte de crise systémique du capitalisme mondialisé, ça permet de relancer ponctuellement le système capitaliste mondialisé avec la création de régions-États riches. Et les autres, on s'en fout, on ne va pas s'emmerder à donner de l'argent. C'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'actuellement, la prolifération de tous ces groupes salafistes djihadistes avec des aires culturelles complètement différentes, on est en droit de se poser la question suivante, qu'il existerait une internationale djihadiste. Reste à savoir comment elle fonctionne. Drukdol, Drukdol, ce n'est pas le gamin. Hein. Il a défini son plan, qui n'a pas été respecté. Il faut se mettre les populations locales avec nous. Donc il ne faut pas les matraquer. La première chose qu'ils ont faite, c'était de les matraquer. Ensuite, deuxième phase, créer des Émirats sahéliens unis, l'équivalent des Émirats arabes, etc. Sauf que ça ne fait pas référence à l'ethnicité. Et l'ultime objectif, la création des États unis islamiques, sur un modèle que vous voyez très bien. Bon, ils ont réussi à tuer Drukdol, les Français l'ont tué il y a 7-8 mois, etc., à la frontière algérienne. Donc il y a une pensée globale quand même qui est là, et donc avec l'application de phases différentes. Sur le local, à mon avis, on ne peut pas faire l'économie du local, à condition de ne pas dériver sur le localisme, de prendre en considération les enjeux au niveau de la sous-région et au niveau international. Parce que c'est là aussi où on peut avoir des éléments d'information qui expliquent pourquoi c'est au niveau local que ça s'exerce. Très facile, hein, les règlements de compte. Moi, j'ai des problèmes dans ma famille, mais j'ai un de mes fils qui va rallier les Moudjahidines, donc j'aurai la protection. Il y a mon fils qui sera du côté des djihadistes. Le chômage, tout ça, la criminalité organisée, la drogue, ça existe. Donc tout ça se conjugue et ça fonctionne très bien. Pendant un moment, les djihadistes n'étaient pas réellement dans le trafic de drogue, mais ils étaient dans le trafic de l'acheminement de la drogue. Donc ils prélevaient la zakat à chaque fois donc ils sont dedans, même si ce n'est pas eux qui le transportent, ils sont dans le truc là. Actuellement, avec le développement de leur paillage artisanal dans la région de Kidal, c'est la même chose. Ils viennent, ils prélèvent la zakat, et en même temps, la coordination des mouvements de l'Azawad disent « Hé, attends, tu vas nous payer aussi à nous. Non seulement tu vas nous payer, mais si tu veux passer à l'extraction, c'est nous qui allons te délivrer l'autorisation. Quid de l'État malien? Il y a un ministère des Mines. Donc, l'État de l'Azawad fonctionne.
je pense que c'était des précisions importantes. En plus de ça, c'est d'une complexité redoutable. Si on réussit à faire passer l'idée de cette complexité, on ne peut pas... C'est pour ça qu'ils sont dans des positions de force. Le problème des enjeux locaux ne sont pas les mêmes en fonction des différentes localités. Donc on ne peut pas dresser des contrecarrés avec les mêmes méthodes. Il faut avoir une connaissance fine de ce qui se passe au niveau local. Après, vous faites des manipulations très faciles entre les dogons et les peuls, très faciles.